Donc la présentation se déroule en 3 grandes parties. Une première qui va faire l'introduction, on va parler un peu du monde d'aujourd'hui. Une deuxième assez grosse qui va parler de REST, et on va finir par RESTful. Donc on va commencer par REST et le monde d'aujourd'hui. Donc ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on commence de plus en plus à déployer des applications sur les clouds. Ce que l'on souhaite, c'est que nos applications soient scalables, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, des instances vont spawner automatiquement pour pouvoir dépiler les messages. Vous voulez que vos applications fonctionnent 24 heures sur 24, en cas de panne, que ça continue à fonctionner. Et pour le confort utilisateur, vous allez géo-répartir les données dans le monde entier pour que ce soit toujours très rapide. Au niveau des coûts, il y a un des coûts qui est il y a plusieurs coûts, mais parmi les coûts les plus importants, il y a la bande passante. Il y a aussi la consommation des ressources CPU et le nombre d'instances que vous allez utiliser. Donc plus votre architecture et votre code est optimisé, moins ça va vous coûter cher et plus vous allez sauver la planète, ce qui est très important. Par le passé, on vendait plus des applications. Aujourd'hui, de plus en plus, on vend des API. Alors, il y a un composant réseau qui est très important, qui sont les proxys. Les proxys, notamment, ils permettent de faire du cache, ils permettent de faire du filtre, notamment si vous essayez d'aller sur youponey.com, en tout cas chez AXA, vous serez bloqué. Ils permettent de faire du load balancing, de l'authentification. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais dans les grosses boîtes, si vous essayez de faire du NPM, ce qui va se passer, c'est qu'NPM, par défaut, ne va pas passer vos tokens de session dans les requêtes pour sortir sur Internet. Du coup, les proxys vont les bloquer. Donc la solution, c'est soit de mettre en place un reverse proxy qui va ajouter ces tokens d'authentification, soit de mettre en dur vos logins mots de passe dans le NPM-RC. Et ces proxys permettent aussi de faire du logging. C'est-à-dire que si vous allez sur youponey.com, on va le savoir. Alors, parmi les types de proxy, il y en a un qui est important, c'est le load balancer. Alors, les load balancers, ils vont permettre de répartir les requêtes, d'être résilients aux pannes. C'est-à-dire que si un serveur tombe en panne, le load balancer va pouvoir le retirer de sa liste, ne plus lui envoyer de messages, et dès qu'il réapparaît, il va le remettre dans sa liste et lui renvoyer des messages. Il va aussi permettre de faire de la mise à jour à chaud. Donc là, il y a un point qui est très important. Pour pouvoir faire tout ça, il est très important que dans votre code, vos applications soient stateless, c'est-à-dire sans état. C'est-à-dire que si vous commencez à mettre des singletons dans votre code qui vont stocker des choses dans la mémoire, comme les états ne seront pas les mêmes sur chaque serveur, eh ben vous allez commencer à avoir des bugs aléatoires. Alors là, on va voir un petit exemple de mise à jour à chaud. Donc on a une application qui est en version 1.0.0. On va vouloir la mettre en 2.0. Donc on va retirer un premier serveur, on va le mettre à jour, on va le rebrancher et les nouveaux clients seront redirigés vers ce nouveau serveur. On va débrancher les autres serveurs, on va les mettre à jour. Et à partir du moment où il n'y a plus aucun client sur le dernier serveur, on va le débrancher et le mettre à jour. Ça, c'est une architecture en microservices. Donc c'est à la mode. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va découper les applications en pans fonctionnels. Chaque équipe va s'occuper d'un seul pan fonctionnel. Et pour chaque pan fonctionnel, on va pouvoir bénéficier de la mise à jour à chaud, de la scalabilité, etc., de la résilience aux pannes. Alors maintenant, on va attaquer la plus grosse partie. On va se concentrer sur REST. Alors REST, c'est un style d'architecture qui a été inventé ou créé dans les années 2000 par Roy Fielding. Alors c'est un style d'architecture. Qu'est-ce qu'il a dit, Roy? Son but, c'était de juste te dire, on va utiliser le protocole HTTP, et on va juste bien l'utiliser. Et quels sont les avantages de REST? Ça va permettre de bénéficier de la performance, le fait d'être résilient aux pannes, d'être scalable, etc. Alors pour cela, Roy il a défini 6 contraintes à respecter. La première, la plus simple, c'est client-serveur. C'est-à-dire qu'on va séparer le client du stockage des données. Le deuxième, stateless, on vient de le voir. Le troisième, les caches. Alors, souvent, beaucoup de gens se demandent pourquoi SOAP a tendance à disparaître. Alors, il y a déjà un premier point, c'est que SOAP est bloqué sur le format XML, qui est beaucoup plus verbeux
Quand REST, on peut choisir le format, et JSON est beaucoup plus léger, ou YAML. Et la différence la plus grande n'apparaît pas dans ce tableau. Les implémentations SOAP à travers le protocole HTTP se basent sur le verbe POST uniquement. Du coup, ce qui se passe, c'est que SOAP ne peut pas bénéficier des caches HTTP. Et ça, c'est la grosse différence qui fait que SOAP disparaît. Alors, quatrième contrainte, une interface uniforme. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va identifier les ressources de manière unique et par point fonctionnel. On va manipuler les ressources à travers des représentations, en utilisant les verbes HTTP et les codes HTTP. Et on va bien décrire les messages pour bien communiquer. Et le dernier point, on va pouvoir naviguer dans nos états comme à travers un site web. Alors la contrainte numéro 5, une application, un système en couche. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ayez un monolithe ou derrière une infrastructure en microservice, le client, lui, il ne voit pas la différence. Et même en interne, si vous utilisez du REST, et bien derrière, si vous changez votre infrastructure, ça ne doit pas impacter le reste de votre système d'information. Code on demand, alors celle-là, c'est la moins utilisée, c'est que le serveur pourrait envoyer des scripts aux clients qui pourraient les exécuter. Alors ça se fait dans les sites web, mais au niveau des API, ça ne se fait pas parce que ça pourrait créer plein de problèmes de sécurité. Alors le problème de ces contraintes, c'est qu'elles sont pas très... elles permettent à tout le monde de faire des implémentations différentes, et c'est ce qui arrive. Donc on va parler de quelques bonnes pratiques. Donc pour commencer, quand on discute avec le serveur, on doit lui expliquer le langage qu'on utilise. Donc quand on fait un post, on doit lui dire quel langage on utilise. Et de la même façon, on peut lui préciser quel langage on accepte de parler. Au niveau des codes HTTP, on va utiliser les codes 100 pour tout ce qui est réponse provisoire, 200 pour tout ce qui est un succès, 300 pour toutes les redirections. Et là, c'est très important, c'est la différence entre le 400 et les 500. Le 400, c'est que le client il a envoyé une donnée qui n'est pas interprétable par le serveur. Et du coup, le client, ça ne sert à rien qu'il réessaye, ça ne marchera jamais. Et les 500, c'est vraiment que là, il y a une erreur technique, un plantage. La base de données, par exemple, n'est pas accessible. Il faut réessayer plus tard et ça risque de marcher. Au niveau du lien entre l'URL et les méthodes HTTP, en général, on va prendre le nom de domaine et mettre dans le pass un point fonctionnel. Et là, on va travailler à l'échelle de la collection. À l'exception du verbe post, là, on va insérer une entité. Quand on rajoute en général un /id, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler au niveau de l'élément. Alors, ici, souvent, vous allez entendre parler de CRUD et API REST. Mais en fait, REST, ça veut dire Representational State Transfer. Et en fait, ce que dit Roy, c'est que c'est une représentation des états. Et derrière, que vous appelez 10 web services, que vous avez 50 bases de données, eh ben, le client ne le voit pas. Vous affichez juste une représentation. D'ailleurs, par exemple, entre le verbe get et le verbe post, vous n'êtes même pas obligé d'avoir le même format. Vous pouvez avoir deux formats de données différents. J'ai fait exprès de mettre en rose les méthodes d'écriture et en bleu les méthodes de lecture, parce qu'à partir du moment où vous faites du REST, vous respectez les verbes HTTP, ça vous fait peut-être penser à un pattern CQRS, c'est-à-dire séparer la lecture de l'écriture. Alors, on va parler un peu d'idempotence, c'est assez important. Alors, qu'est-ce que c'est l'idempotence? Si vous avez une fonction mathématique, que vous l'appliquez sur quelque chose, et que vous obtenez un résultat, si vous réappliquez cette même fonction mathématique et que vous réobtenez le même résultat, c'est que cette fonction est idempotente. Donc, le verbe get, c'est assez facile à comprendre. Effectivement, le get, on va faire 2 fois le même get. On aura la même version, c'est idempotent. Le verbe delete, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. C'est que je vais d'abord faire un delete côté serveur. Je vais récupérer un HTTP 200. Et ensuite, je vais refaire un delete côté serveur. Et là, je vais avoir un 404. Alors, pourquoi delete est idempotent? J'ai mis un petit peu de temps à comprendre à l'époque. C'est grâce à ce post que j'ai compris. En fait, l'idempotence en HTTP, c'est par rapport à l'état côté serveur. C'est-à-dire qu'au niveau de mon delete, je vais le faire la première fois, je vais supprimer la donnée côté serveur. La deuxième fois que je vais exécuter mon delete,
ma donnée côté serveur est déjà supprimée. Donc l'état ne va pas changer. Et c'est en ça que delete est idempotent. Au niveau du post, bon, c'est plutôt simple. À chaque fois, on ajoute une donnée, on change l'état côté serveur. Ce n'est pas idempotent. Au niveau du put, on prend la donnée, on enlève l'ancienne donnée et on la remplace par une nouvelle donnée. Donc, on aura beau le faire, on aura toujours la même donnée. Du coup, c'est idempotent. Alors, au niveau du patch, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, le patch, c'est-à-dire qu'on veut faire une mise à jour partielle. Et on se dit, bah, si je fais une mise à jour partielle, bah, j'aurai toujours la même valeur. Mais en fait, avec un patch, on pourrait très bien dire, à chaque fois que je patch, j'ajoute un élément dans un tableau. Et du coup, dans ce cas-là, bah, c'est plus idempotent. Alors, pour filtrer au niveau des collections, on va utiliser les query strings. Souvent, alors là, ce qui se passe, c'est quand au niveau des collections, vous allez avoir un type de retour, je vous conseille de ne pas retourner directement à un tableau, notamment parce que si demain, vous allez devoir mettre en place de la pagination, bah, vous allez être bloqué. Souvent, vous allez vous poser la question, ah bah, est-ce que je fais un post ou est-ce que je fais un put? Alors, ce qui se passe, c'est que avec le put, pour insérer une donnée, il faut connaître à l'avance l'ID de la donnée qu'on va insérer. Ça voudrait dire que côté client, on va générer l'ID. Et ça arrive quasiment jamais. Du coup, la plupart du temps, on utilise un post. De la même façon, vous allez vous demander, bah, est-ce que je fais un put ou est-ce que je fais un patch? Bah là, ça dépend de votre besoin. Si vous êtes paresseux, comme je le suis, vous allez sûrement utiliser un put pour tout remplacer. Par contre, si votre besoin, c'est d'économiser la bande passante et de faire transiter le moins de données possible, vous allez utiliser un patch. Pour tous les autres cas où vous ne savez pas du tout quoi utiliser, eh ben, d'après les RFC, il faut utiliser HTTP POST. Typiquement, il y a un petit exemple là en dessous pour faire un calcul de Fibonacci. Alors vous allez mettre une donnée, derrière il n'y aura aucun stockage côté serveur, et vous aurez un résultat. Et là, dans cet exemple, on a mis un verbe dans le pass, calculate Fibonacci. C'est un des seuls cas où on peut se permettre de mettre un verbe dans le pass. De la même façon, pour poster une image ou une vidéo, il suffit de changer de content type pour envoyer les données. Alors, pour les patchs, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous faites votre propre format custom que vous seul comprendrez et qui sera dur à exposer. Soit vous allez utiliser un standard qui s'appelle JSON Patch. Pour l'utiliser, il suffit de changer le content type. Et ce qui est pas mal, c'est que le fait que ça soit un standard, eh ben, ça va vous permettre de bénéficier d'un ensemble de tooling et de librairies qui existent sur les marchés et tous les langages. Donc ici, c'est un petit exemple. On va prendre un utilisateur et un utilisateur mis à jour. On va pouvoir générer automatiquement le JSON Patch, le diff. Et on peut typiquement, côté serveur, réappliquer ce patch pour avoir le nouvel état. Et ça, ce qui est bien avec les standards, c'est qu'il y a des outils et ça permet d'utiliser dans tous les langages. Alors là, on va démarrer une grosse partie. Quand on fait des sites d'e-commerce, par exemple pour vendre des vêtements, il y a une bonne pratique pour tout ce qui est SEO, c'est de modéliser votre site web en catalogue. C'est compréhensible par Google et par les utilisateurs. Avec les API, c'est exactement la même chose. Encore mieux, vous pouvez modéliser vos API en domaine fonctionnel. C'est-à-dire que vous avez complètement découplé les entités. Alors, l'idée, c'est de ne pas faire ce qu'il y a à gauche, mais de plutôt faire ce qu'il y a à droite. Et ça, pourquoi? C'est parce que si vous voulez bénéficier des caches HTTP, le cycle de vie des entités, de chaque entité est différent. Et Roy l'affirme dans sa thèse, c'est que l'idée, c'est de protéger le serveur des requêtes HTTP et de diminuer la bande passante. Et en découpant les entités, vous allez pouvoir optimiser les caches et du coup minimiser le nombre d'échanges sur le réseau. De la même façon, vous allez voir des fois des API qui font des inclusions évitées de pans fonctionnels. Il y a des API qui permettent de filtrer au niveau des champs. Et ça, pareil, Roy le dit, au niveau des entités, on va envoyer trop de données. On est serveur-centrique, mais l'idée, c'est de bénéficier des caches HTTP. Et du coup, ce sera plus performant. Oui, le client il aura probablement plus de données que nécessaire, mais il y aura moins de volume de réseau qui va transiter. Alors, bien souvent, vous allez vouloir faire une belle application en pyramide de boîte de gâteau bien découpée en domaine fonctionnel.
Mais malheureusement, quand je fouille les applications, je vois souvent un sac de nœuds. Alors on va se demander, mais comment modéliser les API en domaine fonctionnel? Alors ça j'aime bien cette image parce que c'est celle que j'ai sur les poubelles chez moi. Alors ce qui se passe, c'est que dans la vie, on s'améliore en permanence. Pour s'améliorer, en fait, il faut accepter d'être con. Accepter d'être con, c'est accepter qu'on peut avoir une idée qui est moins con que l'idée précédente. Accepter d'être con, c'est accepter d'apprendre toute sa vie et de tendre petit à petit vers la sagesse. Alors avec 3 mots, on peut faire 9 combinaisons sans parler des intonations. Aujourd'hui en informatique, il y a beaucoup de méthodes qui permettent d'essayer de se rapprocher du besoin. Mais en fait, en réalité, la meilleure façon de savoir ce qu'on veut, c'est de le manipuler. Par exemple, en école maternelle, vous avez tous appris à compter jusque 3, mais vous n'avez pas appris à compter jusque 3 avec des paroles, même en vous montrant 3. Pendant des mois, des années, en maternelle, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'on vous a fait manipuler des objets jusque 3. On vous a fait vivre des expériences pour que vous puissiez conceptualiser ce nombre. Du coup, pour réaliser un découpage en domaine fonctionnel, votre priorité, ça doit être d'itérer sur le besoin. Et aujourd'hui, malheureusement, à l'école, on apprend à faire des bases de données en Meurize avec 160 tables, mais on oublie de se concentrer sur le besoin. Aujourd'hui, faire une interface graphique, c'est plutôt rapide. Et il existe une technique qui s'appelle des mocks. Et en fait, rien ne vous empêche de réaliser une interface graphique et de donner une version mockée qui fait tous les comportements à l'utilisateur. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir des feedbacks très rapides et itérer sur votre besoin. Rien n'empêche ensuite de démoquer et de mettre en place la couche serveur, toujours en manquant la base de données. Et une fois que vous avez encore itéré, vous pouvez mettre en place la base de données. De manière générale, tout ce qui vous permet de raccourcir vos itérations, alors on n'a pas le temps de parler de tout, il faut le prendre. C'est très important. Alors là, c'est un petit exemple pour concrétiser ce qu'on a dit. Donc je suis désolé, c'est un peu égocentrique, mais j'avais ce site sous la main. Donc c'est mon petit site web que je fais pour m'amuser, qui est un CMS multitenant. Donc l'idée, c'est que c'est un site tout simple. On peut naviguer à travers des pages. On peut envoyer des messages de contact que l'administrateur pourra répondre. On peut s'authentifier. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans l'interface d'admin. Alors il y a beaucoup de choses, il y a des pages privées, on peut modifier l'apparence du site, gérer les utilisateurs. Il y a des statistiques, on peut voir que j'ai 0 utilisateur, à part moi. Et on peut éditer les pages. Et la partie la plus importante, c'est comme c'est un CMS multitenant, en fait l'application peut contenir plusieurs sites web. Et du coup, je peux, avec les gens que je connais, je peux leur faire des sites. Voilà. Donc, à partir de ce vécu, de ce visuel, quand on manipule quelque chose de concret, on peut très facilement en tirer des pans fonctionnels qu'on peut découpler complètement, c'est-à-dire qu'il ne va y avoir aucun lien entre eux. Alors, il y a certains pans qui auront des liens, typiquement la partie user qui sera plus ou moins liée aux autres. Et ces modules fonctionnels, on va les retrouver dans le code. C'est-à-dire que notre application va être découpée en modules fonctionnels et il n'y aura aucun lien entre eux. De la même façon, au niveau de la base de données, on ne va pas faire un beau Meurize à 60 tables. Chaque plan fonctionnel aura sa propre gestion des données, complètement découplée des autres. Et d'ailleurs, le choix de la base dépend même de votre besoin. C'est-à-dire que chaque plan fonctionnel peut avoir une base différente. De manière générale, le fait de bien découper en domaine fonctionnel, ce qui va se passer, c'est que vous aurez très peu de couplage dans le code. Alors ce sera beaucoup plus simple à développer. Vous aurez aussi 10 fois moins de code. Beaucoup plus simple à tester aussi. Parce que c'est bien de faire des tests, mais si votre code est pourri, ça ne sert à rien. Et c'est plus simple à organiser pour s'organiser en équipe et pour faire une bonne architecture. De manière générale, j'ai oublié, cerise sur le gâteau. Si, quand vous avez fonctionné comme ça, si demain vous avez besoin de mettre en place des microservices, uniquement si vous avez besoin, vous êtes déjà sur la bonne route pour le faire.
Alors arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Pensez simple, pensez domaine fonctionnel. Et quelque chose de simple est facile à optimiser, alors que quelque chose de compliqué ne l'est pas. Alors au niveau du nommage, petit changement de transition. Au niveau du nommage, c'est pas si évident que ça. On se pose toujours des questions. Donc privilégiez le nom par rapport au verbe et aux adjectifs. Privilégiez le pluriel par rapport au singulier. Privilégier, comme en SEO, le spinal case. Donc c'est ce qui est le plus utilisé sur les sites web. Pour tout ce qui est versionning, il n'y a pas de mauvaise pratique, mais si vous pouvez privilégier le pass, faites-le. Alors là, on va rentrer dans le cœur de HTTP, toute la partie cache. Donc ce qui se passe, c'est que il y a différents types de caches. Il y a les caches publiques, qui sont sur des proxys publics, et il y a les caches privées, qui sont celles de votre browser. Typiquement, si je me connecte sur un site de news, les caches seront publiques et seront stockées au niveau des caches partagées et privées. Alors que si, par exemple, je me connecte au site AXA Bank, eh ben mon compte en banque, lui, je ne veux pas qu'il se retrouve sur des caches publiques. Les caches seront topées en privé et seront uniquement stockées sur mon navigateur. Alors, Roy l'affirme, REST, c'est quelque chose de serveur-centrique. Donc, celui qui connaît et qui gère la durée de vie des caches, c'est le serveur. Alors souvent, moi premier à le faire, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des singletons pour éviter de refaire des fetch côté serveur. Mais en fait, c'est une mauvaise idée, parce que dans ce cas-là, vous bypassez l'intelligence des caches HTTP côté serveur. Il faut savoir que si vous refaites un fetch et que la donnée est en cache sur votre navigateur, bah, ce sera quasiment instantané. Alors là, c'est un peu exagéré, mais de la même façon, côté serveur, essayez d'éviter le plus possible de mettre des caches. Ça veut dire que peut-être qu'en interne, vous rappelez d'autres web services qui eux-mêmes ne gèrent pas bien les caches. Il faut peut-être d'abord s'occuper de ça avant de le faire dans le code. Alors ici, on va voir un petit exemple. Je vous présente Colette. Alors Colette, elle est à Devox et elle va aller voir son site de sport favori. Donc elle va aller dessus, elle va aller récupérer les informations et elle va passer par le proxy qui va sortir du Palais des Congrès et ensuite qui va rappeler le serveur HTTP. Le serveur HTTP va lui répondre et là, il va lui donner deux informations. Une information en disant « cache control met en cache pendant 100 secondes » avec un petit e-tag qui correspond à un hash du body et de la réponse. 10 secondes après, Monsieur Trompette, il arrive, il va exactement sur le même site. Ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver, la requête va arriver au niveau du proxy de Devox. Et là, le proxy va dire « Ah, bah, j'ai la réponse, elle est en cache ». Donc là, la requête ne va même pas atteindre le serveur. Monsieur Trompette va recevoir la réponse très rapidement. 110 secondes après, les cafetières de Devox, elles attendent. Du coup, elle va se connecter à son site de news, de sport. Et là, au niveau des caches, le cache va dire « Ah, bah là, elles sont plus valides ». Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va refaire le get HTTP en rajoutant un petit attribut if_non_match, en remettant l'e-tag. Là, le serveur, il va refaire toute la tambouille en interne, et là, il va se rendre compte que rien n'a changé. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va répondre à un HTTP 304, il n'y a pas eu de modification, et dans sa réponse, il ne va pas inclure le body de la réponse. Ça, c'est très important, parce que si votre body fait 200 kilooctets, et bien là, vous avez gagné 200 kilooctets. C'est-à-dire que, je ne vais pas le répéter, je viens de le dire. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Le cache va se mettre à jour, remettre le timer à 0, et Monsieur Cafetière va avoir sa donnée. Et on a gagné 200 kilooctets. Alors là, on a fait un exemple avec if_non_match. On aurait pu utiliser d'autres headers HTTP. De manière générale, il en existe pas mal. On n'a pas le temps de les voir tous ici. Alors, il y en a un qui est important de voir, c'est le HTTP header vary. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on fait un get sur le serveur, les HTTP headers ne sont pas pris en compte. Typiquement, on a tous des user agents différents. Et par défaut, quel que soit user agent, eh ben, les caches ne sont pas pris. Enfin, on va bénéficier des mêmes caches. Si vous voulez qu'en fonction du user agent, la réponse dans le body change et au niveau des caches change, eh bien, il faut mettre en place cet HTTP header vary.
Alors, comment on met en place les caches? Par défaut, si on met la directive cache control max age, ça veut dire qu'on stocke en public et en privé. Si on met privé, on va stocker en privé. Donc, si on rajoute public, c'est plus explicite. Alors, la directive nostore permet de dire qu'on va pas du tout mettre en cache, mais vraiment pas du tout, les réponses. Et la directive no cache, elle est trompeuse. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre en cache. Ça va juste dire que le temps des caches est de 0 secondes. Alors le proxy va mettre en cache la donnée, il rappellera à chaque fois le serveur, mais le serveur, si la donnée n'a pas changé, il va juste faire un 304, et du coup, le body de la requête ne va pas transiter sur le réseau. Et ça, c'est de l'argent. Alors ça, c'est un petit schéma de Google qui permet de bien configurer cette directive, enfin ce HTTP header. Par exemple, sur le site AXA Bank, je vais mettre en cache mon compte pendant 10 minutes. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se poser la question, est-ce que mes réponses sont réutilisables? On va dire oui. Après, on va se poser la question, est-ce que je dois revalider à chaque fois? Alors la réponse, c'est non. Mais si c'était oui, j'aurais mis no cache. Et là, j'aurais quand même bénéficié du fait que le body ne transiterait pas à chaque fois. Alors, après, on va se poser la question, est-ce que c'est privé ou public? Bon, sur son compte privé, sur un compte en banque, c'est privé. Et ensuite, quel est le temps maximum? Comme c'est en secondes, 10 minutes, on va mettre c'est 600. Alors, il y a une bonne pratique en web. Ce qu'on fait, c'est que tous les fichiers statiques, les images, on va mettre un temps de cache assez long. Par contre, faites attention. Pensez à bien changer le pass de vos fichiers quand vous changez le contenu. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir plein de bugs, c'est-à-dire que les anciens clients qui ont la donnée en cache auront l'ancienne version, et les nouveaux clients qui vont recevoir la nouvelle version. Alors là, on va arriver au Graal de HTTP. Ouais, le Graal. Alors ça, c'est mon bureau. Il est vraiment pas rangé. Ça se voit pas, mais j'ai plus de 5000 mails non lus. Et en fait, ça me dérange pas du tout. Parce que ça me permet de travailler correctement et c'est pas propre, mais ça me va. Et en reste, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous tendance on a un besoin, on fait juste un truc qui marche. C'est pas propre, mais ça répond à notre besoin et on est très content. Alors là, Leonard Richardson, il a fait ce qu'on appelle un modèle de maturité. C'est ça permet un peu de classifier la qualité du niveau de son API. Et en général, la qualité du niveau de son API dépend de son besoin. C'est-à-dire que si on fait une API juste pour son site web à soi, on a moins d'intérêt d'arriver au niveau 3 que les API de GitHub. Donc au niveau 0, on va faire juste du HTTP post, et on va tout faire avec HTTP post juste sur une seule URL. Au niveau 1, on va rajouter les ressources, les pans fonctionnels. Arrivé au niveau 2, on va rajouter les verbes HTTP. Là, c'est le minimum à atteindre parce qu'on va bénéficier des caches HTTP. Et le niveau 3, on va atteindre le Graal, c'est-à-dire les contrôles hypermédias. On va pouvoir naviguer dans notre API. Alors, il existe pas mal de standards pour faire des hypermédias. Et c'est assez dur à choisir. Alors, j'ai mis en violet tous les formats qui ont un impact sur le modèle de données. HAL et JSON API sont les plus connus. Mais le problème, c'est que dès le début de la conception de vos API, il faut supporter ce format. Et en général, ça ne répond pas à votre besoin parce qu'au début, vous voulez juste un truc qui marche. La plupart du temps, même ce que la plupart des gros font, c'est qu'ils utilisent un format custom. Alors, j'ai rajouté JSON-LD. Alors, JSON-LD, c'est un format qui permet de faire ça s'appelle JSON Link Data, qui permet de relier de la donnée intelligente sur Internet. C'est utilisé par les sites e-commerce pour mettre des données dans les pages web sous format JSON que Google peut interpréter pour l'afficher sur sa page d'accueil. C'est intégrable dans les emails. Typiquement, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion et que votre téléphone est capable de vous dire que vous avez un avion aujourd'hui. Et en fait, c'est que dans les emails, on va rajouter des JSON qui vont informer votre téléphone par rapport à votre heure de prise d'avion et vos rendez-vous. Ce qui est bien avec ce format, c'est qu'il est intégrable dans une API après coup. Il ne va pas impacter votre modèle de données.
Alors ça, c'est une petite API qu'on fait avec les élèves à l'école. Donc l'idée, c'est de pouvoir ajouter des places, des commentaires sur les places et te mettre des données dessus. Donc comme un site web, on va avoir un index. On va pouvoir voir tous les pans fonctionnels auxquels on a accès. Là, c'est au niveau des images. On va pouvoir aller voir les images et naviguer dedans. De la même façon, on va pouvoir voir ici la liste des places qu'on a insérées. On a inséré 3 places. Au niveau de la liste, on va pouvoir aller voir les commentaires associés. Donc, sur cette place, il y a 2 commentaires. Je vais pouvoir aller naviguer pour voir l'utilisateur qui a inséré ce commentaire. Et même, je peux aller voir tous les commentaires que cet utilisateur a insérés. Voilà. Et du coup, je peux revenir sur la place d'avant et je peux aller sur une place sur laquelle il a ajouté un autre commentaire. Hop. Donc JSON-LD, c'est un petit exemple, ça ressemble à ça. On va voir une petite balise contexte qui permet de faire un binding avec des données fonctionnelles par rapport à votre API. Et de ce fait-là, il n'y a aucun impact sur votre API. Et si on revient en arrière, il y a un problème, c'est qu'on ne va pas savoir, avec tout ça, on ne va pas savoir comment poster de la donnée. Et on ne va pas savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur chaque URL. Alors pour ça, il y a le verbe option qui va vous permettre de demander au serveur qu'est-ce que j'ai le droit de faire sur cette URL. Et le serveur va vous répondre. Par contre, vous ne savez pas le format que vous pouvez atteindre. Alors il y a un autre standard qui est apparu, qui lui n'est pas un standard W3C comme JSON-LD, c'est Hydra, qui va rajouter une balise opération qui permet de décrire comment on va insérer de la donnée dans votre API. Mais celui qui répond le plus aux besoins, au final, c'est Swagger et le standard OpenAPI. L'idée, c'est d'avoir un format compréhensible par un humain et un ordinateur qui permet de naviguer dans vos API et les utiliser. Donc là, c'est un petit exemple. Alors, c'est l'API de mon site web. Alors, avec Swagger, on peut récupérer tous nos pans fonctionnels. On peut appeler assez facilement notre API. Pour se générer, l'interface Swagger, qui comprend le standard OpenAPI, va se baser sur ce fichier JSON, qui est compréhensible par un humain, mais il ne faut pas s'amuser à le comprendre. Et comme c'est un standard, vous allez avoir plein d'outils, comme ici, c'est NSwag qui permet de générer du TypeScript et du .NET, qui vont permettre de générer du code, le code pour appeler votre API. Là, typiquement, il y a 7000 lignes de code, et ça, en un clic, ça a été généré. Donc, vous amusez pas à coder à la main les clients. Alors, c'est pas terminé. Je pense que y a une question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, quand je veux développer une API, il y a GraphQL, il y a gRPC et il y a REST. Du coup, je ne sais pas lequel choisir. Alors, j'ai passé des mois à creuser le point. Je voulais faire une super matrice de comparaison, mais au final, je ne l'ai pas fait, parce que c'est assez subtil, la différence. Je vais rentrer dans le cœur du truc. Alors, pourquoi j'ai mis SOAP là? C'est parce que SOAP, GraphQL et gRPC, ces 3 protocoles ne fonctionnent que sous HTTP POST. Donc le seul parmi ces 4 technologies qui permettent de profiter des caches HTTP, c'est le REST. Après, toutes ces technologies sont compatibles. Elles sont toutes bien, GraphQL et gRPC. Vous allez utiliser gRPC quand vous voulez faire du stream bidirectionnel, surtout quand vous faites des microservices. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de concurrent. GraphQL, Facebook l'a créé parce qu'il y avait un problème sur leur site web, c'est qu'en HTTP1, chaque connexion au serveur va ouvrir une nouvelle connexion TCP/IP. Et les browsers limitent environ à 10 ce nombre de connexions TCP/IP. Et si vous regardez Facebook, il y a au moins 70 requêtes. GraphQL, il permet de dire, côté client, je veux interroger le serveur et récupérer plusieurs points fonctionnels d'un seul coup. Et on peut même filtrer ce que l'on récupère. Et du coup, ça répond à cette problématique. On va ouvrir moins de connexions TCP/IP et ça va être plus performant. Par contre, en HTTP2, qu'est-ce qui se passe? HTTP2, ça permet de
ça change un peu la donne. L'idée, c'est que toutes les connexions, tout ce qu'on demande au serveur, ça va passer quand vous êtes compatible HTTP2, via une seule connexion HTTP2. Parce que HTTP2 va multiplexer les connexions. Du coup, là, GraphQL, on se dit, il perd un petit peu de son intérêt. Ce qui est vrai par rapport à REST. Par contre, il y a un cas qui est vraiment bien dans GraphQL, c'est que, imaginez que vous êtes sur mobile et que votre première connexion par rapport à votre premier proxy est très très lente. Et bien, dans ce cas-là, le fait de faire une requête GraphQL qui va minimiser le volume de données sur le réseau, et bien là, ça peut être très intéressant. Et aujourd'hui, GraphQL, ça reste très intéressant parce qu'il n'y a que 30% des sites web actuellement en HTTP2. Donc aujourd'hui, le choix n'est pas évident. Personnellement, je vous conseillerais de commencer par réaliser une API REST. Si vous en éprouvez le besoin, mettez en place GraphQL et faites-vous plaisir. Je suis en avance. Je ne pensais pas du tout être en avance. Donc, dans cette présentation, on a vu un peu comment REST a un impact sur le monde d'aujourd'hui. Ensuite, on a parcouru REST et les bonnes pratiques. On a terminé par le Graal, qui est la partie RESTful. Si j'aimerais que vous reteniez quelque chose de cette présentation, c'est vraiment comment bien faire du code simple en domaine fonctionnel. Voilà. Donc, on a de la chance, je ne pensais pas, mais il nous reste 6 minutes pour les questions. Comment ? Ça.